ce soir-là, au milieu du dîner de famille, sa femme lui a tendu des papiers de divorce. Ses parents ont applaudi, savourant leur victoire. Ils pensaient qu'il allait s'effondrer, anéanti. Mais ils ignoraient une chose. Julien savait exactement ce qui se tramait depuis des semaines. Et le petit cadeau posé sur la table contenait un secret capable de détruire leur famille pour toujours. Julien Moreau se tenait dans la cuisine de la maison qu'il avait rénovée de ses propres mains. Il passa ses doigts sur le comptoir en granit qu'il avait installé 3 étés auparavant. 15 ans de mariage avec Émilie lui avaient appris la patience, une vertu dont il avait eu grand besoin face à la famille de sa femme. Il se souvenait de leur première rencontre à l'université de Lyon. Elle était la jolie fille d'une famille riche qui, pour une raison obscure, avait vu en lui quelque chose que les autres ignoraient. « Tu es authentique », lui avait-elle dit lors de leur 3e rendez-vous. « Tous les gens que je connais jouent un rôle dans une sorte de drame social ridicule, mais toi, tu es juste toi. » L'ironie de la situation ne lui échappait pas aujourd'hui. À 42 ans, il avait passé plus d'une décennie à essayer de devenir quelqu'un qu'il n'était pas, juste pour obtenir l'approbation de sa belle famille. Son père avait été charpentier, un homme aux mains calleuses et à la moralité inébranlable. Le respect se gagne, mon fils, disait-il souvent, il ne s'hérite pas. Cette leçon avait bien servi Julien lorsqu'il avait bâti son entreprise de gestion de construction à partir de rien. Autrefois, Émilie admirait cela chez lui. Son propre père, Richard Delorme, un avocat d'affaires qui se considérait comme un pilier de la société, mesurait la valeur d'un homme à son compte en banque et à son nom de famille. Julien se servit un verre de whisky et balaya la cuisine du regard. Les suspensions lumineuses qu'il avait installées diffusaient une lueur chaleureuse dans la pièce. Chaque objet ici représentait des heures de son travail, une manifestation physique de son amour pour Émilie. Un amour qui, de plus en plus, lui semblait à sens unique. Il n'avait pas d'enfant, un fait qui le tenait parfois éveillé la nuit. Émilie prétendait toujours qu'elle n'était pas prête, qu'ils avaient le temps, que son entreprise de décoration d'intérieur devait d'abord se stabiliser. Mais Julien suspectait l'influence de Marguerite Delorme. Il avait un jour surpris sa belle-mère dire à Émilie que, mélanger les lignées serait un tel gâchis. Le souvenir de leur dernier dîner de famille lui fit serrer la mâchoire. Richard avait passé la soirée à discuter de la mentalité d'ouvrier, comme s'il s'agissait d'un trouble psychologique, tandis que Marguerite se remémorait les jeunes hommes raffinés qu'Émilie avait fréquentés avant Julien. Émilie lui avait serré la main sous la table en murmurant « Il ne le pense pas vraiment ». Mais sa défense s'était arrêtée là. Progressivement, Julien avait trouvé des prétextes pour manquer ses réunions. Travailler tard était devenu préférable à endurer 3 heures de dénigrement subtil. Le schéma était devenu prévisible. Émilie rentrait de ses dîners distantes et critiques, comme si le venin de ses parents s'était insinué en elle, infectant leur mariage pendant des jours. Cependant, dernièrement, Émilie insistait davantage pour qu'il soit présent. Ils essaient vraiment de faire des efforts, Julien, avait-elle affirmé la semaine dernière, un sourire fragile aux lèvres. J'ai préparé quelque chose de spécial. Quelque chose qui va tout changer. Le bruit des clés dans la serrure tira Julien de ses pensées. Émilie apparut dans l'embrasure de la porte, les joues rouges, les yeux brillants d'une énergie presque frénétique. « Julien, je dois te dire quelque chose d'important », dit-elle en posant son sac à main. Elle vérifia rapidement son téléphone avant de se tourner vers lui. « Papa et maman organisent un dîner de famille très important vendredi prochain. Il faut que tu sois là. Ça va tout changer entre toi et ma famille. Pour toujours. » Julien remarqua qu'elle vérifiait de nouveau son téléphone, un sourire secret flottant sur ses lèvres. Quelque chose dans son excitation nerveuse semblait différent cette fois. C'était comme si c'était répété. C'était dangereux. « Comme tu voudras, Émilie, » répondit-il en levant son verre dans un toast ironique. « Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Au cours des 7 jours suivants, Julien observa Émilie avec une inquiétude grandissante. 15 ans de mariage l'avaient rendu expert dans la lecture de ses humeurs et de ses habitudes, et quelque chose avait radicalement changé. Les changements étaient subtils au début, son téléphone était constamment retourné face contre table, des conversations chuchotées qui cessaient brusquement quand il entrait dans une pièce, des explications vagues pour des absences prolongées. Mardi, elle a prétendu avoir passé 3 heures dans un magasin de tissus pour choisir des matériaux pour un client. Quand il a demandé à voir les échantillons, elle a bafouillé qu'elle les avait laissés au bureau. « Je les ramènerai demain », ajouta-t-elle à la hâte, sans le regarder dans les yeux.
Mercredi, elle a dit avoir déjeuné avec son amie Caroline. Mais quand Julien en a parlé nonchalamment au mari de Caroline à la salle de sport, il a appris que Caroline était hors de la ville toute la semaine. Caroline? Elle est à Lyon depuis lundi, avait dit Paul avec un air confus. Une conférence sur le design. Les mensonges s'accumulaient, chacun plus maladroit que le précédent. Ce qui troublait le plus Julien, c'était l'affection teintée de culpabilité. Émilie avait cuisiné ses plats préférés 3 soirs de suite. Elle avait suggéré une escapade le week-end dans leur chalet dans les Alpes, qu'ils n'avaient pas visité depuis des années. Elle était devenue excessive dans ses excuses pour le comportement de ses parents, insistant à plusieurs reprises sur le fait qu'ils étaient enfin prêts à l'accepter. Mes parents ont changé, Julien, avait-elle dit la veille, ses yeux fuyant les siens. Ils réalisent à quel point ils se sont trompés sur toi pendant toutes ces années. 20 ans dans la construction avaient appris à Julien à faire confiance à son instinct. Quand une poutre de soutien ne semblait pas solide, on n'ignorait pas ce sentiment. On enquêtait avant que toute la structure ne s'effondre. Son mariage montrait des fissures, et le comportement d'Émilie était l'activité sismique qui précédait l'effondrement. Jeudi soir, Julien rentra plus tôt d'un chantier. Émilie était penchée sur son ordinateur portable à la table de la salle à manger, si absorbée qu'elle ne l'entendit pas entrer. Il entrevit ce qui ressemblait au site web d'un cabinet d'avocats avant qu'elle ne referme brutalement l'ordinateur. « Tu m'as fait peur », s'exclama-t-elle, la voix anormalement aiguë. « Désolé », dit Julien en posant son thermos. « Quelque chose d'intéressant ? » Juste des recherches. Pour le contrat de location d'un client, dit-elle trop vite, ses doigts tapotant nerveusement l'ordinateur fermé. Comment s'est passée ta journée ? Plus tard dans la nuit, il l'entendit au téléphone dans la salle de bain, sa voix à peine audible par-dessus le bruit de l'eau. Oui, maman, il sera là, chuchota-t-elle. Tout est organisé exactement comme nous en avons discuté. Le lendemain matin, en cherchant de l'aspirine dans le sac à main d'Émilie, Julien trouva une carte de visite, Alexandre Dawson, détective privé. La carte était usée sur les bords, comme si elle avait été manipulée fréquemment. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il quand Émilie entra dans la cuisine, tenant la carte entre 2 doigts. Elle se figea un instant avant de forcer un rire. « Oh, ce truc ridicule. C'est tombé d'un magazine au salon de coiffure. J'ai trouvé que le nom ressemblait à un personnage de roman policier, expliqua-t-elle en prenant la carte de sa main et en la jetant à la poubelle avec une désinvolture étudiée. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient couchés, Émilie se tourna vers lui, l'air sérieux. « Après le dîner de demain, nous devrions discuter de notre avenir, dit-elle en traçant son doigt le long de son bras. Il est temps de prendre de grandes décisions pour nos vies. » Quel genre de décision ? Demanda Julien, étudiant son visage dans la pénombre du lampadaire extérieur. Des décisions importantes, dit-elle, tentant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. J'ai l'impression que nous sommes à un tournant, pas toi. Julien hocha la tête, sa suspicion se transformant en certitude. Un tournant, répéta-t-il. C'est exactement là où nous en sommes. Plus tard, alors qu'Émilie dormait à côté de lui, Julien fixait le plafond, l'esprit en ébullition. Sa femme préparait quelque chose, et quoi que ce soit, ses parents étaient impliqués. Le dîner de demain n'était pas une réconciliation. C'était une embuscade. Il envisagea de refuser d'y aller, mais le désespoir récent d'Émilie suggérait que c'était crucial pour son plan. Elle avait besoin de sa présence. Malgré sa paranoïa grandissante, une petite partie de lui espérait encore une explication innocente. Cet espoir mourut lorsqu'il entendit l'appel téléphonique d'Émilie le lendemain matin. Debout devant la porte de la chambre, il l'entendit murmurer « Il sera là demain. Tout est prêt. Après ça, il n'y aura plus de retour en arrière. » J'ai croisé Diane ce matin, dit Julien nonchalamment, alors qu'Émilie s'affairait dans la cuisine la veille du dîner. Elle a mentionné que le studio de yoga de la rue de la Mésange est fermé pour rénovation depuis des semaines, apparemment. La main d'Émilie s'immobilisa sur la tasse de café qu'elle lavait. Diane doit se tromper. J'y étais hier, répondit-elle, le dos toujours tourné. C'est ce que je pensais, acquiesça Julien, l'observant attentivement. Alors, je suis passé devant. Il y a un grand panneau fermé pour rénovation. Depuis le début du mois dernier, d'après les dates. Le visage d'Émilie perdit ses couleurs alors qu'elle se retournait lentement.
Je voulais dire celui de l'avenue des Ternes, pas de la Mésange, bafouilla-t-elle, ses yeux se dirigeant vers la porte comme si elle calculait une issue de secours. Julien sortit son téléphone. C'est bizarre, parce que j'ai vérifié notre relevé de carte de crédit. Tu as payé des cours de yoga au studio de la rue de la Mésange tous les mardis et jeudis, continua-t-il en faisant défiler l'écran, sa voix restant neutre. Mais il y a aussi des frais à l'hôtel Régence ces mêmes après-midi. Et des achats chez Maison Chevalier, des articles qui ne sont pas à ma taille. La tasse de café glissa des mains d'Émilie et se brisa dans l'évier. Ce n'est pas je peux expliquer, halta-t-elle, pressant ses paumes contre ses yeux, les épaules secouées par les sanglots. Après un moment, elle leva les yeux, des larmes coulant sur son visage. Je vois quelqu'un, admit-elle, la voix brisée. Julien sentit un froid glacial l'envahir, bien qu'il s'en doutât. Qui, demanda-t-il, sa voix dangereusement calme. Un conseiller conjugal, dit-elle rapidement, essuyant ses larmes. Je voulais te faire la surprise. Il est spécialisé dans les dynamiques familiales et les relations avec la belle famille. Je le vois à l'hôtel parce que je ne voulais pas que tu saches que je pensais que notre mariage avait besoin d'aide. Et les vêtements, questionna-t-il, son regard inflexible. Un cadeau d'anniversaire pour papa, murmura-t-elle, incapable de croiser son regard. Je voulais quelque chose de spécial pour lui cette année. Julien étudia le visage de sa femme, le visage à côté duquel il s'était réveillé pendant 15 ans. Son explication était plausible, mais sa façon de la livrer semblait répétée. Ses yeux fuyaient quand elle mentionnait son père, et elle tordait nerveusement son alliance, son tic quand elle mentait. Je vois, dit-il finalement, son visage ne révélant rien de ses pensées. Émilie traversa la cuisine et lui serra les mains. S'il te plaît, ne sois pas en colère. Le dîner de demain est si important, plaida-t-elle. J'ai travaillé avec ce conseiller pour créer l'environnement parfait pour une réconciliation avec mes parents. Ils sont enfin prêts à t'accepter. Son désespoir était palpable. C'était la 3e fois qu'elle confirmait sa présence au dîner, lui proposant même de lui acheter un nouveau costume pour l'occasion. Après demain soir, ne cessait-elle de répéter, tous nos problèmes seront réglés. Tout sera différent. Julien lui serra les mains et lui sourit d'un air rassurant. J'y serai, Émilie. Ne t'inquiète pas, l'assura-t-il, sa voix douce malgré la tempête qui faisait rage en lui. Le soulagement se peignit sur son visage, mais l'anxiété persistait dans ses yeux. Après le départ d'Émilie pour ce qu'elle prétendait être une réunion avec un client, Julien ouvrit son ordinateur portable et se connecta à leur compte de messagerie commun. Il trouva presque immédiatement ce qu'il cherchait, une notification pour un message vocal d'un numéro qu'il ne reconnaissait pas transmis à leur service d'assistant virtuel partagé. Il lança la lecture. Madame Moreau, ici Sandra du cabinet Keller et Associés. Maître Dubois voulait que je vous informe que nous avons préparé les documents comme demandé. Nous finalisons tout pour assurer un avantage maximal dans la situation que vous avez décrite. Veuillez confirmer votre rendez-vous de jeudi pour réviser avant l'événement de vendredi. Nous avons besoin de votre signature pour procéder comme prévu. Julien resta immobile pendant plusieurs minutes après la fin du message. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent avec une clarté dévastatrice. Il n'y avait pas de conseiller conjugal, pas de dîner de réconciliation. Émilie prévoyait de le prendre par surprise avec des papiers de divorce chez ses parents, une humiliation publique conçue pour le déstabiliser. Le timing stratégique prenait maintenant tout son sens. Vendredi était la fin du trimestre financier. Son entreprise venait de terminer 3 grands projets avec des paiements substantiels. Les Delorme l'avaient toujours considéré comme un inconvénient temporaire dans la vie de leur fille. Maintenant, il l'aidait à en extraire le maximum avant de le jeter. Les mains de Julien tremblaient tandis qu'il prenait son téléphone, non pas de peur, mais d'une fureur froide et contrôlée. Il composa un numéro. « Michel, c'est Julien Moreau », dit-il lorsque la ligne fut établie. « Tu te souviens quand tu m'as dit que tu me devais une faveur après que j'ai reconstruit ton chalet ? J'en ai besoin maintenant. Je crois savoir que tu travailles toujours comme détective privé. Il me faut un travail en urgence. Tout ce que tu peux trouver sur les activités de ma femme au cours des 3 derniers mois. Oui, Émilie. Et il me le faut avant demain soir. » Son appel suivant fut pour son ancien colocataire d'université,
maintenant associé principal dans un cabinet d'avocats de l'autre côté de la ville. Paul, j'ai besoin de ton aide. Ce soir, si possible, expliqua-t-il, sa voix stable malgré les circonstances. C'est pour protéger mes actifs. Oui, c'est aussi grave que ça en a l'air. Finalement, il appela son père. Papa, tu te souviens des copies de mes documents légaux que tu as insisté pour garder dans ton coffre-fort inifugé? J'ai besoin que tu m'envoies en express le contrat de mariage que les parents d'Émilie nous ont fait signer, demanda-t-il. Oui, celui-là. L'accord en béton dont ils étaient si fiers. Il est sur le point de devenir très important. Alors que Julien terminait l'appel, il entendit la voiture d'Émilie dans l'allée. Il effaça son historique de navigation, ferma son ordinateur portable et prit une profonde inspiration. Quand elle entra, il l'accueillit avec un sourire qui ne révélait rien de ce qu'il savait maintenant. « J'ai décidé d'assister au dîner demain, dit-il calmement, observant attentivement sa réaction. « Tu as raison. Il est temps de régler les choses avec ta famille. » L'expression d'Émilie oscilla entre le soulagement et quelque chose de plus sombre. De la peur, peut-être, ou de la culpabilité. « Merci », murmura-t-elle en évitant son regard. « Je suis désolé pour ce qui va arriver, mais c'est pour le mieux. » Oui, acquiesça Julien, la voix assurée. Je crois que ça le sera. Le colis express du père de Julien arriva à 10 heures du matin. C'était une enveloppe épaisse contenant le contrat de mariage que Richard Delorme avait exigé 15 ans plus tôt. Julien se souvint de l'expression suffisante de Richard alors qu'il faisait glisser le document sur la table. Juste une formalité pour protéger les intérêts de ma fille. Julien étala les pages sur le bureau de son bureau à domicile, examinant les termes avec un regard neuf. L'accord avait été conçu pour protéger Émilie des échecs potentiels de Julien, un filet de sécurité pour la riche héritière qui pariait sur un mari issu de la classe ouvrière. L'ironie était exquise. La clause d'infidélité était explicite, l'adultère de l'une ou l'autre des parties entraînerait la renonciation à toute réclamation sur les biens prénuptiaux de l'autre. Ses intérêts commerciaux, et même les biens acquis conjointement si le conjoint trahi avait contribué à plus de 60% de la valeur d'achat ou d'amélioration. Julien avait rénové toute leur maison de ses propres mains. Selon l'accord, Émilie perdrait tout. Son téléphone sonna. Michel Caron, le détective privé. Julien, j'ai tout. C'est pire que tu ne le pensais, bien pire, l'informa Michel, la voix sombre. 1 heure plus tard, Julien était assis dans le bureau encombré de Michel, fixant des dizaines de photographies étalées sur le bureau. Émilie et un homme identifié comme Gabriel Beaumont entrant dans des chambres d'hôtel, s'enlaçant dans l'alcôve d'un restaurant, se promenant main dans la main dans un parc de l'autre côté de la ville. Les eurodatages indiquaient une relation d'au moins 4 mois. Gabriel Beaumont, expliqua Michel en parcourant ses notes. 45 ans, entrepreneur dans la tech, récemment divorcé. Fortune estimée à 50 millions de dollars. Membre du même cercle privé très sélect que tes beaux-parents. Ils le connaissent socialement, murmura Julien en prenant une photo d'Émilie riant alors qu'elle donnait une bouchée de dessert à Gabriel. L'expression de Michel s'assombrit. Ils le connaissent intimement. Tes beaux-parents l'ont reçu à dîner au moins 12 fois au cours de la dernière année, révéla-t-il. D'après mes sources, ils ont activement facilité cette relation. La mâchoire de Julien se crispa. Tu veux dire qu'ils ont joué les entremetteurs alors que je suis toujours marié à leur fille? Exactement, confirma Michel. Il fit glisser un petit enregistreur numérique sur le bureau. Tu devrais écouter ça. Mon associé a placé un dispositif d'enregistrement légal dans un espace public où ta femme et ta belle-mère se rencontraient. Tout ce qui a été capturé est recevable. Elle parlait fort dans la banquette d'un restaurant sans attente raisonnable de confidentialité. Julien appuya sur lecture. Est-ce que tout est arrangé pour vendredi? Le ton sec de Marguerite Delorme était reconnaissable. Oui, maman. Les papiers seront prêts. Julien a accepté de venir, la voix d'Émilie semblait tendue. Parfait. Richard pense que lui présenter les papiers du divorce devant la famille le rendra plus enclin à accepter son sort avec grâce. Les hommes comme lui accordent plus d'importance à leur fierté qu'à toute autre chose. Il ne voudra pas faire de scène. Je ne comprends toujours pas pourquoi ça doit être si public, la voix d'Émilie paraissait incertaine. Parce que,
la voix de Marguerite se durcit, arracher le pansement d'un coup est la solution la plus douce. Et avoir des témoins garantis qu'il se comportera correctement. Gabriel attendra d'avoir des nouvelles. Il est très impatient d'officialiser les choses avec toi. Je sais. Une pause. J'aimerais juste que... Arrête, Émilie. Tu as passé 15 ans à le souhaiter. Il est temps de corriger ton erreur. Ton père et moi avons tout arrangé. Julien ne contestera pas les termes. Il n'a ni les ressources ni les relations. D'ici la semaine prochaine, ce chapitre malheureux sera clos. L'enregistrement prit fin. Julien resta assis, immobile, les dernières pièces du puzzle se mettant en place. Il y a encore une chose, dit doucement Michel. Ta femme rencontre un avocat spécialisé en divorce haut de gamme depuis des semaines. Ils ont rédigé des documents demandant une pension alimentaire basée sur ton succès commercial récent et affirmant qu'elle a contribué de manière significative à la croissance de ton entreprise grâce à ses relations et son capital social. Julien rit, un son bref et dur. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend, remarqua-t-il, ses yeux froids. Qu'est-ce que tu vas faire, demanda Michel en se penchant en avant. Exactement ce à quoi ils s'attendent, répondit Julien en rassemblant les photographies en une pile nette. Je vais assister à leur dîner. Je vais écouter leurs discours soigneusement répétés, et ensuite, il sourit finement, je vais enseigner à la famille Delorme ce que sont les conséquences. Julien passa le reste de la journée à préparer sa contre-attaque. Il rencontra son avocat, examina le contrat de mariage et prépara une demande reconventionnelle en divorce pour adultère avec preuve documentaire. Il contacta son comptable pour protéger les actifs de son entreprise. Il compila un dossier contenant des copies des photographies, des relevés financiers documentant les dépenses secrètes d'Émilie et les transcriptions des conversations enregistrées. Quand il rentra chez lui ce soir-là, Émilie l'attendait avec une énergie nerveuse, alternant entre une affection envahissante et une distraction lointaine. « J'ai récupéré ton costume au pressing, dit-elle en l'accrochant bien en vue sur la porte de la chambre. Et j'ai fait des réservations pour nous le week-end prochain dans ce complexe hôtelier à la montagne que tu aimes tant. Je me suis dit qu'on aurait besoin de s'évader. Après-demain, ajouta-t-elle, sa voix s'éraillant légèrement sur les derniers mots. Ça a l'air parfait, répondit Julien, la regardant vérifier son téléphone pour la 12e fois de la soirée. Tu m'aimes toujours, Julien, demanda-t-elle soudainement, ses yeux cherchant son visage. Julien considéra la femme devant lui, cette étrangère portant le visage de sa femme. Pendant 15 ans, il l'avait aimée entièrement. Maintenant, il ne ressentait qu'un objectif froid et clair. « Je t'ai toujours aimé, Émilie, dit-il sincèrement. Plus que tu ne le sauras jamais. » Elle éclata en sanglots, enfouissant son visage contre sa poitrine. « Je ne te mérite pas, sanglota-t-elle, ses mots étouffés contre sa chemise. Julien la serra dans ses bras, son expression inchangée alors qu'il regardait par-dessus sa tête leur photo de mariage sur la commode. Demain marquerait la fin de ce mariage, mais ça ne se terminerait pas comme Émilie et sa famille l'avaient prévu. Le manoir des Delorme était exactement comme d'habitude, imposant, immaculé et froidement inhospitalier. Julien gara son pick-up dans l'allée circulaire, se plaçant délibérément entre la Bentley de Richard et la Mercedes de Marguerite. Émilie avait insisté pour qu'ils viennent en voiture séparée, prétendant qu'elle devait aider sa mère à préparer. Julien comprenait maintenant qu'elle voulait des véhicules séparés pour leur retour, ou plus précisément, pour son retour à lui, seul. Marguerite ouvrit la porte, son sourire crispé et formel. « Julien, comme c'est gentil de te joindre à nous, salua-t-elle, son regard se posant sur son costume, parfaitement taillé mais acheté en prêt-à-porter 3 ans plus tôt. Le léger plissement de son nez communiquait son jugement plus efficacement que des mots. « Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, répondit agréablement Julien, la dépassant pour entrer dans le hall en marbre. La table de la salle à manger avait été dressée avec une précision élaborée, la plus belle porcelaine des Delorme, des verres en cristal et de l'argenterie fraîchement polie. Des cartons de placement positionnaient Julien à l'extrémité la plus éloignée de Richard, qui trônait en bout de table avec un air d'autorité féodale. Émilie était assise, rigide, entre ses parents, vérifiant sa montre à plusieurs reprises. Ses yeux se posaient nerveusement sur l'élégante enveloppe à côté de son assiette. « Alors, Julien ?» commença Richard après que le premier plat fut servi, brisant le silence tendu, toujours à gérer ses projets de construction. Il prononçait « construction »
comme s'il s'agissait d'une maladie contagieuse. Toujours à construire des choses, Richard, répondit Julien d'un ton égal. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Marguerite sirota délicatement son vin. En effet. Certaines personnes sont naturellement douées pour de telles activités physiques, remarqua-t-elle. D'autres, bien sûr, sont plus à l'aise dans la société raffinée. Elle se tourna vers Émilie avec une insistance marquée. N'est-ce pas, ma chérie? Émilie fixait son assiette, poussant la nourriture sans manger. Chacun a ses propres forces, murmura-t-elle, sans lever les yeux. En parlant de force dans différents domaines, poursuivit Richard en se resservant un verre de vin, Émilie vous a-t-elle dit que nous avions dîné avec Gabriel Beaumont la semaine dernière? Un homme remarquable. Son entreprise de technologie vient de boucler un nouveau tour de financement. C'était quoi, 50 millions de dollars? Il marqua une pause, regardant sa femme. Quel dommage pour son divorce, cependant. Cela le laisse disponible pour de nouvelles opportunités. Il regarda Émilie d'un air significatif, qui tressaillit. Gabriel a l'air fascinant, remarqua Julien en prenant une bouchée de sa salade. Vous devrez nous présenter un de ces jours. Les sourcils de Marguerite se haussèrent légèrement face à sa réponse calme. Peut-être, bien que je ne sois pas certaine que vous ayez grand-chose en commun, observa-t-elle froidement. Gabriel a fait HEC. Sa famille a une résidence secondaire au Cap Ferret. Il comprend les obligations de la société, contrairement à certaines personnes que l'on pourrait mentionner, ajouta Richard avec un petit rire, faisant tourner le vin dans son verre. Julien sourit et but une gorgée d'eau. Vous savez, Richard, j'ai toujours apprécié votre franchise, commenta-t-il. 15 ans d'insultes subtiles. Il faut de la persévérance pour maintenir un tel niveau de condescendance. Un bref silence tomba sur la table. Le visage d'Émilie pâlit. Richard se racla la gorge, mal à l'aise. Allons, Julien, intervint Marguerite, sa voix mielleuse de fausse sollicitude, personne ne t'insulte. Nous avons simplement toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour Émilie. Tu peux sûrement comprendre ça? Bien sûr, acquiesça Julien. Il est naturel que des parents veuillent le meilleur pour leurs enfants. Bien que je me sois souvent demandé pourquoi vous pensez que la pire chose qui pourrait arriver à votre fille est d'être heureuse avec quelqu'un qui l'aime vraiment. Les mains d'Émilie tremblaient visiblement alors qu'elle attrapait son verre d'eau. La mâchoire de Richard se crispa, mais il maintint son sourire de façade. Le plat principal arriva. Marguerite orienta la conversation vers des sujets plus sûrs. Julien participa poliment, complimentant l'accueil de Marguerite et remerciant Richard pour ses conseils de carrière non sollicités. Son calme semblait les déstabiliser. Il s'attendait à de la colère défensive ou à de l'orgueil blessé, pas à cet agréable acquiescement. Alors que le dessert était servi, Marguerite échangea des regards significatifs avec Richard. Il hocha la tête presque imperceptiblement, et la respiration d'Émilie s'accéléra. Elle attrapa son sac à main avec des mains tremblantes et en sortit l'élégante enveloppe que Julien avait remarquée plus tôt. « Julien, commença-t-elle, sa voix à peine audible, j'ai quelque chose pour toi. Un cadeau qui va tout changer. » La salle à manger devint silencieuse. Julien accepta l'enveloppe avec une expression de curiosité polie, bien qu'il sût exactement ce qu'elle contenait. Il l'ouvrit lentement, sortit les documents juridiques et les parcourut les sourcils froncés, comme s'il découvrait de tels papiers pour la première fois. Le discours soigneusement répété d'Émilie sortit d'un trait. J'ai beaucoup réfléchi à notre mariage, Julien, à la façon dont les gens grandissent et changent, parfois dans des directions différentes, expliqua-t-elle, la voix légèrement cassée. J'ai réalisé que j'ai besoin de quelque chose de différent, de quelqu'un de plus compatible avec mes objectifs et mon milieu. Ce qu'Émilie veut dire, interrompit Marguerite avec impatience, posant sa fourchette à dessert avec un bruit sec, c'est qu'elle a enfin retrouvé la raison. Ce mariage a toujours été une erreur, une rébellion de jeunesse contre une éducation correcte. Richard opina du chef avec sagesse. Tu devais savoir que ce jour viendrait, Julien, déclara-t-il avec une sympathie condescendante. Émilie était destinée à un monde différent du tien. Il vaut mieux se retirer avec grâce et éviter de t'embarrasser en luttant contre l'inévitable. On n'échappe pas à ses origines, ajouta Marguerite avec une finalité cruelle. Tu n'as jamais eu ta place dans notre monde, Julien. Tu devrais être reconnaissant pour les années que tu as passées avec Émilie,
mais il est temps d'accepter la réalité. Julien resta silencieux, étudiant les papiers du divorce avec un soin méticuleux. La tension dans la pièce devint insupportable. L'expression d'Émilie passa de l'anticipation nerveuse à un malaise confus face à son absence de réaction. Finalement, Julien plia soigneusement les documents et les posa à côté de son assiette. Il but une gorgée d'eau et s'essuya les lèvres avec sa serviette. « Puisque nous échangeons des cadeaux ce soir, dit-il calmement en fouillant dans la poche de sa veste, j'ai aussi quelque chose pour la famille. » Il plaça une petite boîte cadeau rouge au centre de la table. Le visage d'Émilie devint blanc de terreur soudaine, comme si elle venait de réaliser que son mari calme et humble n'était peut-être pas aussi naïf qu'ils le croyaient tous. Richard Delorme attrapa la boîte rouge avec une confiance théâtrale. « C'est attentionné, Julien, remarqua-t-il, son ton suggérant qu'il s'attendait à trouver une pathétique offrande de paix à l'intérieur. La boîte s'ouvrit avec un léger clic. L'expression de Richard passa instantanément d'une curiosité suffisante à une horreur stupéfaite. La couleur quitta son visage alors qu'il sortait une photographie du dessus d'une épaisse pile de documents. L'image, d'une clarté cristalline et horodatée, montrait Émilie et Gabriel Beaumont s'enlaçant passionnément devant une chambre d'hôtel. « Qu'est-ce que c'est » murmura Richard, bien que son expression indiquât clairement qu'il le savait déjà. Marguerite arracha le dossier des mains molles de son mari. Son sang-froid social s'effrita alors qu'elle parcourait les photographies les unes après les autres. « Ce n'est pas possible, balbutia-t-elle, chaque image confirmant la trahison de sa fille et leur propre complicité. « Où as-tu ? Comment as-tu » bégaya Émilie, sa voix à peine audible alors qu'elle fixait les preuves de sa liaison étalées sur la table. Julien maintint son calme, buvant une autre gorgée d'eau avant de répondre. « Vous avez supposé que j'étais trop stupide ou trop faible pour me protéger, dit-il tranquillement. C'était votre première erreur. Vous voyez, j'ai eu des mois pour me préparer à ce moment. Chaque visite à l'hôtel, chaque mensonge, chaque appel secret. J'ai tout documenté. » Il se tourna vers Richard, dont le visage était passé du choc à la colère. « Il y a d'autres choses dans ce dossier qui pourraient vous intéresser, des relevés financiers montrant les dépenses secrètes d'Émilie pour sa liaison. Des transcriptions de conversations enregistrées, obtenues légalement je vous assure, planifiant mon humiliation de ce soir, et des documents prouvant la chronologie de l'affaire. » Les mains de Marguerite tremblaient alors qu'elle continuait de feuilleter les preuves. « C'est une violation de la vie privée, bafouilla-t-elle avec indignation. « Nous allons te poursuivre pour... » « Pourquoi » interrompit Julien, sa voix tranchante pour la première fois de la soirée. « Pour avoir documenté légalement l'adultère de ma femme. Je pense que vous aurez du mal à le faire, surtout compte tenu de ce qu'il y a d'autre dans ce dossier. » Julien sortit un autre document de sa poche intérieure et le posa sur la table. « Vous reconnaissez ça, Richard ? C'est le contrat de mariage sur lequel vous avez insisté il y a 15 ans, expliqua-t-il calmement. Vous étiez si soucieux de protéger Émilie de mes perspectives incertaines que vous avez créé un contrat en béton. Ironiquement, il me protège moi à la place. » Il tapota un paragraphe surligné en jaune. Section 8.3, en cas d'infidélité avérée de l'une des parties, le conjoint fautif renonce à toute réclamation sur les biens prénuptiaux de l'autre, ses intérêts commerciaux et les biens acquis conjointement si le conjoint trahi a contribué à plus de 60% de la valeur d'achat ou d'amélioration. L'esprit juridique de Richard traita immédiatement les implications. « C'est notre maison » marmonna-t-il, sa voix creuse alors que la réalisation le frappait. « Correct » confirma Julien avec un léger hochement de tête. « La maison que j'ai entièrement rénovée de mes propres mains, ajoutant plus du double de sa valeur initiale. Mon entreprise de construction, qui a été créée avant notre mariage. Même la propriété de mon père dont j'ai hérité. » Sa voix resta stable. Émilie n'obtient rien. Le sang-froid d'Émilie vola finalement en éclats. « Julien, s'il te plaît » sanglota-t-elle en tendant la main vers lui à travers la table. « Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Ils m'ont poussé vers Gabriel, m'ont convaincu que tu me freinais. Ils ont promis de me soutenir pendant le divorce. J'ai fait une terrible erreur. » L'erreur, intervint Julien, ses yeux rivés sur les siens, n'était pas la liaison, Émilie. C'était de permettre à tes parents de te convaincre que l'amour et la loyauté sont moins importants que le statut social et les relations familiales. C'était de croire que je m'effondrerais simplement face à ta trahison. Richard frappa du poing sur la table,
faisant vibrer le cristal. C'est absurde, gronda Théil. J'ai des relations dans tous les grands cabinets d'avocats de cette ville. Tu ne peux pas penser que tu gagneras contre nous. Je n'ai pas besoin de gagner contre vous, Richard. J'ai déjà gagné, répondit Julien avec une confiance tranquille. Il fouilla de nouveau dans sa poche et produisit une lettre de son avocat. Ceci souligne la nature inattaquable de notre dossier. J'ai déposé une demande reconventionnelle en divorce pour adultère ce matin. Des copies de toutes les preuves ont déjà été envoyées à mon avocat, au conseil d'administration de votre cercle privé et à plusieurs membres éminents de votre cercle social. Marguerite halta, son masque social se fissurant complètement. Tu n'oserais pas, siffla Théil, le visage tordu de fureur. Je l'ai déjà fait, répondit simplement Julien. Votre tentative de me détruire discrètement a garanti votre destruction très publique à la place. Émilie regarda alternativement ses parents et Julien, la pleine mesure de leur erreur de calcul l'atteignant enfin. Mais... Et nous ? 15 ans de mariage, plaida Théil, des larmes coulant sur son visage. Se sont terminés au moment où tu as décidé que je n'étais pas assez bien pour toi, termina Julien à sa place. Au moment où tu as conspiré avec tes parents pour m'humilier. Au moment où tu as choisi Gabriel Beaumont plutôt que l'homme qui t'a aimé inconditionnellement pendant 15 ans. Il se leva, ajustant son costume de prêt-à-porter avec dignité. Vous avez passé 15 ans à essayer de me convaincre que je n'étais pas assez bien pour votre famille. Ce soir, vous avez prouvé que vous aviez raison, mais pas de la manière que vous imaginiez. J'ai toujours été trop bien pour cette famille. Alors que Julien se dirigeait vers la porte, Richard retrouva sa voix. Ce n'est pas fini, Moreau. Tu n'as aucune idée de qui tu as en face de toi, menaça Théil en se levant de sa chaise. Julien s'arrêta dans l'embrasure de la porte, se retournant une dernière fois. En fait, Richard, je sais exactement à qui j'ai affaire maintenant. C'est pourquoi j'ai déjà gagné. Émilie se précipita après lui, des larmes coulant sur son visage. Julien, s'il te plaît, tu ne peux pas partir comme ça. Nous devons en parler, supplia-t-elle en lui attrapant le bras. Il n'y a plus rien à dire, Émilie. Tu as fait ton choix, répondit Julien, sa voix s'adoucissant légèrement. J'espère qu'un jour tu réaliseras ce que tu as jeté pour l'approbation de tes parents et pour un homme qui te laissera tomber dès que ce scandale éclatera. En sortant par la porte d'entrée, Julien pouvait entendre la voix hystérique de Marguerite au téléphone. La police. Oui, je dois signaler des documents volés, des biens personnels pris de ma maison, cria-t-elle. Julien sourit sombrement en montant dans son pick-up. Les officiers arriveraient pour trouver une famille en plein chaos, avec des preuves d'adultère étalées sur leur table à manger. L'appel impulsif de Marguerite ne ferait que rendre leur humiliation encore plus publique. Alors qu'il s'éloignait du manoir des Delorme pour la dernière fois, Julien ne ressentit aucun triomphe, aucune vengeance, seulement un profond soulagement que la mascarade soit enfin terminée. 6 mois plus tard, Julien se tenait devant les fenêtres de son nouvel appartement, un logement élégant dans une tour moderne, aux lignes épurées et aux surfaces dégagées. Fini les meubles ornés sur lesquels Émilie avait insisté, remplacés par des pièces modernes et fonctionnelles qui correspondaient à ses goûts. La lumière du matin filtrait à travers les baies vitrées, illuminant l'espace qui était devenu son sanctuaire. Le divorce s'était déroulé exactement comme son avocat l'avait prédit. L'adultère d'Émilie, minutieusement documenté et attesté, avait rendu la procédure judiciaire rapide et décisive. Le contrat de mariage, initialement conçu pour protéger la précieuse fille des Delorme, l'avait laissé avec précisément ce qu'ils avaient spécifié 15 ans plus tôt, rien. Julien sirota son café, regardant la ville s'éveiller 20 étages plus bas. Les conséquences avaient été à la fois rapides et dévastatrices pour la famille Delorme. Le conseil d'administration du cercle privé, composé principalement de familles conservatrices qui prisaient la réputation par-dessus tout, avait discrètement demandé à Richard et Marguerite de retirer leur adhésion. La liaison d'Émilie était devenue le scandale de la saison, aggravé par les preuves que ses parents avaient activement facilité son infidélité. Le cabinet d'avocats de Richard, préoccupé par l'impact potentiel sur leur relation client, avait suggéré un départ à la retraite anticipée, qu'il n'avait eu d'autre choix que d'accepter. Le cercle social soigneusement cultivé de Marguerite l'avait complètement abandonné, incapable de pardonner à la fois l'adultère et l'humiliation publique de la famille. Émilie était retournée vivre dans le manoir de ses parents, sa carrière de décoratrice d'intérieur en ruine.
Le scandale lui avait coûté la plupart de ses clients de la haute société, qui ne pouvaient risquer de s'associer à une telle inconvenance. Gabriel Beaumont, l'entrepreneur en technologie qui avait été si attentionné pendant leur liaison secrète, avait mis fin à leur relation quelques jours après la révélation publique. Son entreprise préparait une introduction en bourse, et un scandale d'adultère ne correspondait pas à son image de chef d'entreprise responsable. L'ironie n'échappait pas à Julien. La famille qui avait passé 15 ans à le mépriser du haut de leur piédestal social était complètement tombée, détruite par sa propre arrogance et sa propre tromperie. Pendant ce temps, Julien avait prospéré. Son entreprise de construction avait en fait bénéficié du scandale. L'histoire d'un homme travailleur trahi par sa femme mondaine et sa famille élitiste avait touché beaucoup de ses clients. Il avait décroché 3 contrats commerciaux majeurs au cours du dernier mois seulement. Sa vie personnelle avait également pris un tournant inattendu. Il avait rencontré Camille, une institutrice en maternelle, lors du barbecue d'un ami 2 mois plus tôt. Leur relation était encore nouvelle, mais rafraîchissante et honnête. Elle appréciait son éthique de travail et sa nature directe sans avoir besoin de l'approbation de ses parents ou de la validation sociale. Le téléphone de Julien vibra avec une notification de message vocal. Le numéro d'Émilie, encore. Son 7e appel ce mois-ci. Il lança la lecture, son expression impassible alors que la voix de son ex-femme emplissait la pièce. « Julien, c'est moi. S'il te plaît, rappelle-moi, plaida-t-elle, la voix brisée. J'ai pensé à tout, à nous. J'ai fait la plus grande erreur de ma vie. Gabriel est parti, ma carrière est en ruine, et tu me manques chaque jour. Nous pourrions tout recommencer. S'il te plaît, Julien. Il supprima le message avant la fin, comme il l'avait fait avec tous les autres. Certains ponts, une fois brûlés, doivent rester en cendres. La famille Delorme avait fait son choix il y a 15 ans en décidant qu'il n'était pas assez bien pour leur fille. Maintenant, il vivait avec les conséquences. Julien termina son café et attrapa sa veste. Il avait un chantier à superviser, un dîner de prévu avec Camille, et un avenir qui était enfin, complètement, le sien. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Est-ce que c'était ce à quoi vous vous attendiez, ou y a-t-il eu un rebondissement que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître votre avis. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, et lançons la conversation. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et si vous êtes nouveau ici, ou si vous n'êtes tout simplement pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous propose des histoires fraîches et captivantes chaque jour. Alors, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications, pour ne jamais rien manquer. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt dans la prochaine vidéo.